Bonjour. Bonjour. Vous avez bravé les intempéries pour venir jusqu'ici. Donc, au nom de la délégation Brive-Limoges-Tulle, de l'association de la cause freudienne en Massif central, je vous souhaite à chacune et à chacun la bienvenue dans cette belle salle de la médiathèque de Limoges. Ville qui, avec Brive et Tulle, est l'une des trois faisant partie de la délégation. L'ACF Massif central est très vaste. Elle s'étend de Limoges à Moulins, de Vichy à Aurillac. Elle frôle l'Ardèche au Puy-en-Velay. L'ACF en Massif central est donc une émanation en région de l'école de la cause freudienne, école de psychanalyse créée par Jacques Lacan et reconnue d'utilité publique. Elle est représentée en région par ses ACF, mais l'ECF est une. En somme, ce que Freud découvre, Lacan le fonde en raison. Mais aujourd'hui, c'est grâce au travail de Jacques-Alain Miller, qui transcrit ses séminaires et publie son œuvre, que l'ensemble de l'enseignement de Jacques Lacan nous est aujourd'hui accessible à tous les sens du terme. Chaque année, les journées d'études de l'ECF abordent un thème dont les signifiants résonnent dans le monde contemporain. Les prochaines journées, les 52e journées de l'ECF, auront pour titre « Je suis ce que je dis » et pour sous-titre « Déni contemporain de l'inconscient ». Elles se tiendront à Paris les 19 et 20 novembre 2022. Je propose maintenant à Denis Rebière de vous dresser un bilan des discussions qui ont animé nos conversations croisées cette année, pour conduire aujourd'hui à la conférence de notre invité, Fouzia Taouzari. Bonjour. Alors tout d'abord, je remercie les membres du bureau BLT pour m'assurer la continuité dans le travail engagé dans l'organisation de cette conférence. Bienvenue, cher Fouzia Taouzari, à Limoges, capitale des arts du feu. Nous avons préparé votre venue à Limoges depuis presque un an, et ceci grâce à votre diligence pour accepter cette invitation. Depuis un an, nous travaillons ce thème de l'amour avec l'aphorisme de Jacques Lacan. La femme, c'est un rêve de l'homme, tout un programme. Je vous livre ici quelques réflexions ayant trait aux soirées de travail et les questions soulevées. J'en ai extrait quelques-unes et j'ai voulu y amener d'autres illustrations. Lors de notre première conversation à Tulle, nous sommes partis d'un texte, ou plutôt d'une conférence, celle de Genève, prononcée par Lacan en 1975. C'est une conférence d'où était extraite l'affirmation de Lacan, la femme, c'est un rêve de l'homme. L'homme choisit une femme parce qu'elle consonne avec son inconscient. S'il en choisit une autre, il s'embrouille. Éric Zuliani, psychanalyste à Nantes, nous disait qu'effectivement un homme ne pouvait pas s'empêcher de rêver à une femme. Et s'il ne rêve plus, il ne désire plus en quelque sorte. C'est pour cela qu'il s'enfuit. Dans la version restaurée du film de Claude Lelouch de 1966, Un homme, une femme, vu récemment au petit écran, Jean-Louis Trintignant, dit Jean-Louis Duroc, explique pourquoi il n'a pas voulu poursuivre cet amour avec Anne Gauthier, Anouk aimée. Il dit parce qu'il avait peur, nous pourrions peut-être ajouter parce qu'il avait peur de perdre son désir. Dire la femme c'est un rêve de l'homme, c'est aussi considérer un impossible qui se traduit par le rêve, en tant qu'il est l'accomplissement d'un désir. C'est ainsi qu'un homme peut se tenir à bonne distance d'une femme. Lors d'une autre soirée, le 1er février à Limoges, nous avons pris une autre citation de Lacan, « L'homme croit désirer une femme alors qu'il l'aime ». C'est une citation extraite du livre « Femme lacanienne » de Rose Paul Vinciguerra. Cette citation fait écho au séminaire de Jacques Lacan, l'acte psychanalytique. Si dans la première soirée, nous avions évoqué le rêve, dans cette soirée, il a été question du fantasme. En effet, nous pouvons dire que le désir est le moteur de l'existence. Il se traduit chez l'homme par un fantasme dans lequel l'illusion du rapport sexuel est entretenue. C'est un chemin détourné qui l'amènera vers l'amour à condition de consentir à avouer son propre manque, plutôt à considérer comme une impossibilité. Mais l'homme peut y croire longtemps et mettre en suspens son rapport à l'amour jusqu'à le fuir, quand il rencontre une femme pouvant répondre à ce désir. Qu'en est-il de ce désir ?
Bon, j'ai bientôt fini. Hein. La psychanalyse a cherché à l'explorer pour mieux agir dessus. Il nous amène aux confins de l'être humain, et en particulier de la relation entre un enfant et sa propre mère. C'est ce que Lacan dépliera dans son séminaire « La logique du fantasme ». Il dira que l'homme aime comme il aime sa mère. Si nous prenons le cas du petit garçon, il va déployer une énergie visant à satisfaire son désir, mais va rencontrer un rival, en l'occurrence le père. Si chez Freud, le père semble consister comme un autre, une figure paternelle, Lacan le situe plutôt comme le signifiant du nom du père, qui doit exister dans le discours maternel. L'enfant face au désir de sa mère limité peut ainsi consentir à la castration. Nous avons repris un texte de Fouzia Taouzari sur l'audace féminine, qui est de réveiller les hommes quand ils cherchent à être tranquilles et rassurés. Fouzia Taouzari nous indique ainsi que l'amour prend ses racines dans l'enfance. Dans la soirée du 5 avril à Brive, et je termine là-dessus, nous avons, me semble-t-il, poursuivi sur la question du fantasme en partant d'une citation de Lacan extraite du séminaire livre 22, Réel, symbolique, imaginaire, leçon du 21 janvier 1975. Vous y verrez qu'une femme dans la vie de l'homme, c'est quelque chose à quoi il croit. La femme, autre citation, la femme, c'est parfaitement dessinable. 3 petits points, une femme est un symptôme. Nous avons, lors de cette soirée, fait une sorte de parcours dans l'enseignement de Lacan entre l'idée de considérer la femme chez l'homme comme objet du fantasme et l'idée de considérer la femme comme un symptôme. Ce thème de la femme vue comme un rêve de l'homme nous a donc occupés tout au long de l'année et votre venue vient ponctuer ce travail, cher Fouzia. À vous. Ah non, Gérard, pardon, excusez-moi. Donc à moi. Comme ça. Merci Denis. Peut-être Fouzia parlera quand même. Donc nous avons la chance d'accueillir Fouzia Taouzari, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Fouzia est enseignante à la section clinique de Nantes et aussi, et c'est important, directrice à Nantes du Centre psychanalytique de consultation et de traitement. Donc merci, cher Fouzia, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir engagé ce long chemin depuis la ville de Nantes. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir, car vous avez travaillé depuis plusieurs années sur cette question de ce qui, entre hommes et femmes, fait différence ou bien similitude, ce qui rapproche ou bien ce qui oppose. Les 51e journées de l'ECF s'appelaient la norme mâle. Et la grande conversation de l'AMP, l'Association mondiale, s'appelait « La femme n'existe pas ». Ces deux événements ont orienté vos travaux qui croisent ceux de la délégation. En effet, nous nous sommes donc rendus à l'évidence que dans notre monde dit hypermoderne, l'être parlant paraissait se perdre au niveau de la relation sexuelle. Or, que le sujet se perde dans la relation sexuelle, nous l'avons mis en relation avec l'un des aphorismes les plus connus de Lacan, la femme n'existe pas. Ce qui existe par contre, c'est-à-dire ce qui a une existence logique, ce sont les femmes une par une. Avec la section clinique de Nantes et l'ACF Val-de-Loire-Bretagne, vous avez organisé à Nantes, il y a presque 3 ans, un événement original. Une semaine de conférences, de rencontres et d'échanges autour du cinéma, du droit, de la littérature. Vous disiez alors, la psychanalyse a pris racine en terre féminine. Oui, toujours ? Toujours. Bon. Là où Freud a donné toute sa place à la parole des femmes. Le docteur Lacan va montrer en quoi l'impasse de Freud, celle du patriarcat, avec sa prévalence accordée au mâle, a laissé les femmes prisonnières des dictates. Et vous ajoutiez, aujourd'hui, nous assistons, sous couvert d'égalité, à une volonté sans précédent d'uniformisation des hommes et des femmes. Cette volonté recèle une tentative de maîtrise de ce qu'il convient de faire en tant qu'homme et en tant que femme. La psychanalyse, depuis Freud, a toujours dénoncé le conformisme de ces identifications sexuées. Vous maintenez ces propos? Oui. Dans son séminaire RSI des années 74-75, Lacan conjoindra donc amour et croyance et énoncera, par exemple, cela, quand il aime, un homme croit à une femme. Une femme, dans la vie d'un homme, c'est quelque chose à quoi il croit. En fait, il y croit comme à une espèce particulière dont il importe de respecter les attributs singuliers.
Parmi eux, peut-être le mutisme. Certains hommes choisiraient-ils une femme parce qu'elle parle peu, voire pas du tout? Ce n'est pas ce que nous vous proposons aujourd'hui de suivre comme voie. Au contraire, et sans tarder, pour que vous puissiez donner de la voix, je vous donne tout de suite la parole pour nous présenter votre propos que vous avez intitulé d'un aphorisme absolument renversant de Jacques Lacan dans le séminaire 18 d'un discours qui ne serait pas du semblant, qui dit « Ce qui définit l'homme, c'est son rapport à la femme et inversement ». Mais avant cela, je pose une question un peu à tout le monde et à Fouzia Taouzari aussi. En appui sur la littérature et l'histoire, je vous pose la question. Quel homme a pu dire « Le mariage est une merveilleuse institution qui permet à deux êtres de supporter ensemble les difficultés qu'ils n'auraient jamais eues s'ils ne s'étaient pas mariés ». Vous voulez qu'on la répète? À l'envers. Donc le mariage est une merveilleuse institution qui permet à deux êtres de supporter ensemble les difficultés qu'ils n'auraient jamais eues s'ils ne s'étaient pas mariés. Eh bien, on dit que la psychanalyse n'est pas abordable parce qu'elle traite de sujets très alambiqués, intellectuellement lointains. Pas du tout. Celui qui a dit ça, c'est... Lucky Luke. Vous connaissez Lucky Luke? Voilà. Lucky Luke, il énonce ça sur son cheval à la fin d'un épisode qui s'appelle La fiancée de Lucky Luke. Voilà. Il n'est peut-être toujours qu'un cow-boy solitaire, mais il nous permet d'ouvrir la conférence de cet après-midi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend bien. On m'entend bien? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis très contente d'être là, de pouvoir rencontrer les collègues qui n'habitent pas à proximité de Nantes. Donc, je suis ravie d'être venue à vous. Et donc, en effet, j'ai choisi d'intituler et de travailler autour de l'aphorisme de Lacan. Donc, ce qui définit l'homme, c'est son rapport à la femme et inversement. Alors, pourquoi avoir choisi cet énoncé de Lacan ? D'abord parce que cet aphorisme de Lacan met en avant ceci, que hommes et femmes ne se définissent pas à partir du sexe biologique, mais dans la relation qu'ils entretiennent entre eux. Cet énoncé fait donc valoir l'inexistence d'une quelconque essence mâle ou femelle. Il y a donc d'un côté le sexe comme un fait d'observation qui s'enracine de la biologie et de l'autre la sexuation développée par Lacan qui est la subjectivation du sexe dont le corps porte la marque. Dans notre champ, précise Lacan, je le cite, qui n'a certes pas son mot à dire au sujet de la biologie, on s'aperçoit aussi que parler du sexe est un petit peu plus compliqué que ça. Il semble aller de soi qu'il n'y en ait que deux. Mais pourquoi n'y en aurait-il pas trois ou plus ? Il semble aller de soi qu'il n'y en ait que deux. Non, là, je suis en train de me répéter, pardon. Le fait qu'il y en ait deux constitue, dit-il, l'une des assises fondamentales de la réalité. Mais il conviendrait de s'apercevoir de jusqu'où vont les incidences logiques. Et donc, c'est ce à quoi Lacan n'a eu de cesse de travailler tout au long de son enseignement, c'est-à-dire de ressortir la logique, les incidences de la logique à partir du symbolique et la logique dans la combinaison des deux. Et donc, il ajoute ceci, que du sexe, on ne sait rien. À l'impossible de s'en remettre à l'opposition mâle ou femelle, Freud lui substitue celle d'actif et de passif. Donc, la sexualité humaine est une construction. L'être humain est le seul mammifère qui doit tout apprendre dès la naissance. À la différence des animaux, l'être humain est le seul mammifère
qui, pour grandir, a besoin de nourriture et de paroles qui sont la marque d'un désir particularisé à son égard. La satisfaction des besoins naturels doit donc en passer par le défilé de la parole et du langage. D'ailleurs, Spitz a montré, à partir du syndrome de l'hospitalisme, combien la satisfaction des besoins n'est pas suffisante pour le développement d'un nourrisson. Il a montré que les nourrissons qui étaient nourris sans attention particulière, c'est-à-dire sans parole qui véhicule un désir particularisé, ils mouraient ou souffraient de retard important de développement. C'est dire l'importance vitale de l'amour et du désir dans la vie du sujet qui passe par des paroles comme don d'amour. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre dans nos cabinets certaines femmes dire que lorsque le partenaire amoureux les délaisse, elles se fanent ou dépriment. Délaisse au sens de pas d'attention, pas de parole. Lacan a déterminé la cause de ce désordre. Le langage est comparé par Lacan à un parasite qui contamine le corps et le désorganise. Donc, ce qui cause ce désordre, c'est le langage. Je cite ce que dit Lacan à ce sujet. « La parole est la forme de cancer dont l'être humain est affligé. » Dans la découverte de la psychanalyse, Freud a mis en évidence combien les pulsions partielles viennent se substituer à une quelconque harmonie qui n'existe pas. Les symptômes témoignent de ce dérèglement causé par le langage sur le corps. Cet être en devenir consentira-t-il donc à cette assignation, garçon ou fille, venue de l'autre? L'être en devenir est baigné dans la langue de l'autre, à laquelle il est invité par la voix du désir de l'autre à s'inscrire. Ça veut dire que ça n'est pas inné ni naturel. Le désir de l'autre est l'unique voie par laquelle nous sommes condamnés à entrer dans le monde humain et à s'inscrire dans la civilisation. Consentir à l'autre du discours qui nous détermine se loge dans cette faille structurale rencontrée par les par-lettres. Si l'image du corps donne une première nomination à l'être en devenir, c'est ce qu'on repère dans les échographies, d'emblée, on dit si c'est un garçon ou si c'est une fille, consentir à cette nomination n'est pas une garantie pour autant. Elle relève d'un choix du sujet de dire oui ou de dire non. Faut-il encore qu'on vous dise de quel côté vous vous situez pour dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est l'insondable décision de l'être. Pourtant, Lacan fera un sort à l'imaginaire, c'est-à-dire à cette distinction qui passe par le corps. Il a fait valoir combien l'imaginaire ne permet pas de résoudre ce gouffre qui sépare le sujet de son être. Cela tient au fait suivant, précise Lacan. Là où on se reconnaît, c'est seulement dans ce qu'on a, c'est-à-dire son corps. On ne se reconnaît jamais dans ce qu'on est, c'est-à-dire en tant qu'être, être de désir, etc. C'est impliqué par le fait reconnu par Freud qu'il y a de l'inconscient. C'est pourquoi les voies de ce qu'il faut faire comme homme ou comme femme sont entièrement abandonnées au drame, au scénario qui se place au champ de l'autre, ce qui est proprement l'Œdipe. Le recours au mythe de l'Œdipe est là pour pallier
le traumatisme du réel que constitue pour chacun la question des origines et du sexe. Il y a un trou que le mythe vient recouvrir et qui constitue l'histoire que nous nous racontons et qui constitue le fantasme de chacun pour pallier à la détresse originelle. L'Oedipe est structuré à partir de la constellation familiale. C'est tout ce qu'on raconte de notre histoire, de ce qu'est notre père, notre mère, etc. Lacan a fait valoir que l'Oedipe est un mythe au sens de fiction. Et le sujet y a recours pour se situer dans le monde. Faire une analyse donc permet d'en savoir quelque chose de ce qui nous a déterminés. Sans ça, on ne peut pas le savoir. Ce qui nous a déterminés dans les choix inconscients de la sexuation. C'est la possibilité d'élucider ce qui fait obstacle au désir, où amour et jouissance discordent au-delà de l'Oedipe. Revenons à Freud. Qu'est-ce que Freud découvre, qui sera ensuite repris par Lacan? C'est que la satisfaction pulsionnelle n'a rien à voir avec le sexe dans le sens anatomique, que la satisfaction chez le sujet est obtenue par n'importe quelle zone du corps et que celle-ci n'a rien à voir avec la différence sexuelle, en ce sens que la pulsion ignore le sexe et donc la différence anatomique. On peut donc se poser la question suivante: à quoi au fond bute la théorie du genre? Elle bute sur la jouissance qui n'a, elle, rien à voir avec les considérations sociales de l'identité sexuelle. Le ferment de tout ça, son socle, est cette découverte qu'a fait Freud entre sexe d'un côté, c'est-à-dire l'identité homme-femme, et la satisfaction, c'est-à-dire de la jouissance obtenue par la voie de la pulsion. Entendez ici la pulsion orale, par exemple. Lacan renoue avec la pulsion chez Freud dans son séminaire 20, dans la leçon qui porte le titre de « L'autre satisfaction ». Ce titre signifie que chez le sujet, chez tout par l'être, il y a une satisfaction qui vient se brancher autour de la satisfaction des besoins naturels. Par exemple, un nourrisson qui est en proie à des tensions internes dans son corps va se mettre à crier, pleurer, parce qu'il ressent une douleur interne. À un moment donné, il va s'apaiser par lui-même, par exemple en suçotant son pouce. Et là, la tension s'apaise. Et donc, c'est là où on voit le branchement de la pulsion orale, qui n'est pas du côté de la satisfaction d'un besoin comme se nourrir, mais comme venant apaiser une pulsion interne. Et donc, la satisfaction, c'est ce qu'a fait valoir Freud au tout départ d'ailleurs, que la satisfaction peut prendre le pas sur la satisfaction des besoins naturels. On peut en oublier jusqu'à manger. Boire, fumer sont de l'ordre de la satisfaction pulsionnelle et vont à l'encontre des besoins naturels. Fumer ne nourrit pas, ne vous donne pas de vitamines, mais ça apaise si vous êtes un peu stressé, énervé. C'est ça la satisfaction pulsionnelle du côté oral. D'ailleurs, il suffit de lire les paquets de cigarettes pour voir combien la satisfaction peut l'emporter sur la pulsion de vie. On aura beau vous écrire « fumer tue » en grand, en gras, ça n'empêchera pas de fumer tout en ayant le mot « tue » sous les yeux. Donc la pulsion, c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que vous. Ce terme de pulsion introduit par Freud en 1905, on voit le côté subversif de la pensée freudienne,
est devenu courant aujourd'hui, même si on essaye de l'éduquer. Pourtant, il en garde toute son opacité et sa complexité. Mais alors, qu'est-ce que Freud a cherché à attraper avec ce concept de pulsion ? Ce que vise Freud avec le concept de pulsion, donc on retrouve ça dans son livre « Les 3 essais sur la théorie sexuelle », concerne la sexualité. Donc vous voyez, on est loin du corps, loin de la question de la différence anatomique. Et donc Freud, à partir de l'expérience analytique, qui est une expérience clinique, repère qu'il y a un désordre chez le sujet. Il n'a pas inventé ça comme ça, c'est en écoutant des patients qu'il en est venu à élaborer cette théorie. Et donc il fait valoir que ce désordre touche le rapport du sujet avec son corps, avec les autres, dans son rapport à l'amour, au désir, que la sexualité ne fonctionne pas comme la faim ou la soif. Celle-ci ne répond pas à une nécessité biologique. Et donc, fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un désordre, une dénaturation des fonctions du corps. On est un peu mal fichu en tant qu'être parlant. Et donc, le désordre, c'est le langage comme parasite. C'est le langage qui désorganise les fonctions mêmes du corps. Et c'est pour cette raison que la question de la reproduction est chez l'homme non pas soumise au biologique, mais soumise au symbolique. Et Lacan va indiquer l'affinité des énigmes de la sexualité avec le jeu du signifiant. Ainsi, il y a une double cause du dérèglement du corps humain, naturel d'une part, et causée par la prise du langage sur lui d'autre part. Et donc la pulsion, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle ignore le sexe. L'inconscient, tout comme l'inconscient, ignore la différence sexuelle, tout comme il ignore la mort. Et c'est dans cet usage des pulsions partielles que l'humain va se positionner comme homme ou comme femme. Il ne peut faire autrement, précise Lacan dans son séminaire 11. Il dit ceci: dans le psychisme, il n'y a rien par quoi le sujet puisse se situer comme mâle ou femelle. Fin de citation. Le sujet de l'inconscient n'aura donc que des équivalents de ces deux types d'êtres que sont l'être mâle ou femelle pour tenter d'incarner l'homme ou la femme. Lacan ajoute ceci dans Position de l'inconscient. Du côté du vivant, en tant qu'être pris dans la parole, il n'y a d'accès à l'autre du sexe opposé que par la voie des pulsions dites partielles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun savoir, aucune recette qui vous dira comment faire avec le partenaire sexué. Le sujet cherche un objet qui lui remplace cette perte de vie qui est la sienne d'être sexué. Le fait d'être des êtres de langage et d'avoir un corps fait que le fait de rentrer dans le symbolique et dans le langage, il y a une perte. Et donc, à défaut de s'unir par paire, comme on l'a vu tout à l'heure dans la BD de Lucky Luke, seul le corps s'appareille. Ce qui veut dire que si l'organisme indique une sexuation biologique, seul le symbolique peut permettre aux êtres sexués de subjectiver l'être pour le sexe, mais aussi de s'apparier, c'est-à-dire de s'unir par paire. En gros, pour faire couple, pour faire rencontre, il n'y a pas de... on ne s'aimante pas. Non, il faut en passer par la parole, il faut
que ce que vous dites est un écho chez l'autre, ça peut faire flop, enfin rien n'est acquis. C'est pour ça qu'il parle que c'est seulement par la voie du symbolique que les corps peuvent s'appareiller. On le voit bien d'ailleurs dans ce qu'on appelle les sites de rencontres. Ça en passe par les échanges. Et des patientes peuvent nous dire parfois ce que lui écrit le type avec lequel ça a matché parce qu'ils ont des activités qu'ils apprécient en commun. Donc ils ont différents... je ne sais pas moi comment ça fonctionne, genre en algorithme, et donc ça match, et donc après, faut jouer sa partie. Et donc, dès qu'il commence à avoir des échanges, parfois, soit ça touche ce qui a été écrit, ce qui est dit touche ou ne touche pas. Et une fois qu'il y a eu l'écrit qui touche et un moment, une rencontre qui se fait, rien ne dit qu'au moment où les moments où les personnes vont se rencontrer, ça marche ou ça marche pas. Enfin, des fois, on a affaire à des choses très comiques. D'ailleurs, le cinéma exploite également ça. Donc vous voyez, il n'y a rien, c'est ce qui rend justement à la fois l'amour, à la fois dramatique et comique aussi. Et donc, Lacan fait référence à Lévi-Strauss dans les structures élémentaires de la parenté, dans le séminaire 11, où il met en évidence la logique signifiante du désir et la butée que rencontre la sexualité. Et donc, le nouage des deux, par la voie du symbolique, est nécessaire. Voici ce qu'il dit. L'intégration de la sexualité à la dialectique du désir par la mise en jeu de ce qui, dans le corps, méritera que nous le désignions par le terme d'appareil. Si vous voulez bien entendre par là ce dont le corps, au regard de la sexualité, peut s'appareiller à distinguer de ce dont les corps peuvent s'appareiller. Et donc, qu'est-ce qu'indique Lacan par là? Il nous indique que les raisons pour lesquelles l'individu est aux prises avec les pulsions partielles, c'est-à-dire qu'il jouit qu'avec une partie de son corps, par la voie de la pulsion orale, etc. Et donc, il n'y a pas de pulsion génitale comme il fut un temps dit. Et donc, il dit, c'est parce qu'il est pris dans la parole et qu'il est soumis à la reproduction sexuée. Et donc, les pulsions partielles permettent de se brancher sur l'autre et donc de s'appareiller. C'est d'autant plus parlant, par exemple, chez les enfants, où la pulsion partielle s'appareille dans l'autre, ça veut dire, au fond, que ça répond au désir de l'autre. Le désir de l'autre qui vous apprend, par exemple, la propreté. L'enfant, à un moment donné, il y consent ou il n'y consent pas. Il donne ou il ne donne pas. Et donc, il y a de cette opération de l'éducation, par exemple, du côté de la propreté, il en tire lui-même, l'enfant, une certaine satisfaction à ne pas donner à l'autre, à refuser de donner à l'autre, soit du côté aussi, on repère ça dans les troubles alimentaires, l'anorexie, etc., où on refuse ce que l'autre nous donne à manger. Au fond, c'est en ça que la pulsion partielle est branchée chez l'autre. C'est pas non plus tout seul, c'est pris dans la relation à l'autre. Donc voilà pour ça. Et donc, qu'est-ce que finalement a mis en avant Freud, qui était déjà subversif à son époque, c'est qu'il a opéré une véritable révolution en mettant à jour que la sexualité humaine relevait d'une construction. Et c'est des constructions qui sont singulières. Elle relève d'une construction parce qu'à ce niveau-là réside un trou, au sens où nous ne savons pas ce que c'est et qu'il n'y a rien d'inné ou de naturel dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, n'est-il pas courant d'entendre des sujets témoigner, se plaignant que leur père ou leur mère ne leur ont pas transmis un savoir sur ces questions. Par exemple, comment être une femme, ou comment être un homme,
ou parfois d'avoir été encombrés par un savoir qui leur a été transmis, qu'un homme doit se comporter comme ci, qu'une femme doit se comporter comme ça, etc. C'est pourquoi cette affaire sexuelle est d'abord une mise en question par la voie du savoir. Elle ne s'apprend pas. On vous transmet des choses, mais on peut être à la fois ou encombré ou avoir dans l'idée que finalement on ne nous a rien transmis de tout ça. Et donc c'est deux structures. Et donc elle mobilise cette question cette affaire sexuelle par la voie du savoir, elle mobilise des constructions, des trouvailles pour appréhender le réel du sexe, et ce depuis le plus jeune âge. Par exemple, les questions des enfants tournent autour de l'énigme des origines et du sexe. Par exemple, ils peuvent poser des questions comme « Comment on fait les bébés ?» qui peuvent d'ailleurs embarrasser les parents. Ou encore « Pourquoi il a ça et pas moi ?» lorsqu'il perçoit le corps de la petite sœur, voilà, de la petite sœur et du petit frère, où si les corps ne sont pas faits pareil, il va questionner justement cette différence. Et donc, c'est une manière, au fond, de traiter justement ce réel du sexe qui fait trou dans le symbolique. Et donc, le recours au savoir, précise Lacan, est tout entier déterminé par un autre manque plus radical, plus essentiel, qui concerne le sujet en tant qu'être sexué. C'est-à-dire que du fait d'être des êtres sexués, il y a un manque qui fait qu'on va essayer de combler ce manque à partir des questions, à partir des trouvailles. Et c'est en ce sens qu'on peut dire, par exemple, que les enfants sont des chercheurs. Ils vont questionner, ils vont se dire « moi, je suis plutôt ceci », mais ça reste, c'est une enquête qu'ils mènent, et donc le risque, c'est de les figer à une certaine détermination qu'ils peuvent se donner eux-mêmes, en se disant, en venant justement donner consistance à ça et ne le laissant pas, du coup, faire eux-mêmes leurs propres recherches, leurs propres avancées sur ces questions, puisqu'elles ne sont jamais acquises une fois pour toutes. Donc, fille-garçon, c'est ce dont dispose l'être humain pour classer et catégoriser par la voie du langage. En effet, comme ça, on catégorise. Cette première distinction opérée par le langage se structure autour de l'image du corps. Il est courant de dire « il y a » pour un garçon ou « il n'y a pas » pour une fille. Souvent, quand on regarde l'échographie, la première chose que le gynécologue ou la sage-femme fait, c'est « ah, on voit un petit truc » ou « ah, on ne voit pas ». Vous voyez, tout de suite, c'est l'image qui prime pour différencier les êtres sexués. Cette expérience du corps propre passe par l'appréhension du corps de l'autre. Et Freud a fait valoir l'incidence sur le psychisme de cette découverte de la différence des sexes, la trace, au fond, que cette première expérience de la différence des sexes laisse et comment elle comment au fond va répondre la relation qu'un homme va avoir avec une femme plus tard, comment elle s'origine dès le départ à partir de cette première rencontre de la différence. Et donc Freud peut dire par exemple que le mépris des hommes à l'égard des femmes serait le produit de l'effet du complexe de castration. Je cite, « Quand le petit garçon aperçoit de prime abord la région génitale de la petite fille, il se conduit de manière irrésolue, peu intéressé avant tout, il ne voit rien, ou bien par déni, il atténue sa perception. » Vous voyez, même quand l'image montre la différence, ce n'est pas pour autant imprimé. Vous voyez, tout de suite, il fait valoir la position du petit garçon qui feint de ne pas avoir vu ou qui en atténue sa perception. C'est seulement dans l'après-coup, et donc là, Freud ajoute ceci, c'est seulement dans l'après-coup, quand une menace
de castration a pris de l'influence sur lui, que cette observation devient pour lui pleine de signification. Donc c'est quand on le menace, par exemple, il pouvait donner comme exemple, si tu continues, on te la coupe, ou, etc., ou en tout cas une menace est posée à ce niveau-là, que c'est dans l'après-coup que ça vient prendre une effectivité comme quelque chose qui pourrait exister et donc qui pourrait lui arriver. À la remémoration de la différence anatomique, il croit en une menace jusque-là ignorée. Et donc, pour Freud, cette première observation aura des incidences quant au comportement du garçon à l'égard des filles. Deux réactions s'enracineront de cette expérience, horreur de ces créatures mutilées, dit Freud, ou mépris triomphant à leur égard. Pour la petite fille, Freud précise qu'il en va autrement. L'anatomie, c'est le destin, dit Freud, c'est en ce sens que Lacan va faire un pas considérable pour justement sortir la différence sexuelle du côté de l'anatomie. Et donc Freud dit, le clitoris de la fille se comporte d'abord tout à fait comme un pénis. D'ailleurs, c'est rigolo parce que tout le discours féministe aujourd'hui, finalement, on a beau critiquer Freud, on a beau critiquer la psychanalyse, tous les discours féministes aujourd'hui reprennent finalement, faisant valoir que les femmes, finalement, sont comme les hommes, que le clitoris est fait de la même manière que le pénis masculin, c'est-à-dire en montrant l'image du clitoris et en le comparant, d'ailleurs, en termes de taille, au pénis masculin. Et donc, c'est très freudien, vous voyez, on est retombé à l'époque de Freud et on a complètement balayé le travail que fera justement Lacan et le sort qu'il va jeter justement là-dessus. Et donc il ajoute, la comparaison avec le camarade de jeu lui fait percevoir comme un peu court et ressent ce fait comme un préjudice et une cause d'infériorité. Elle a vu cela, sait qu'elle ne l'a pas et veut l'avoir. Horreur et crainte de la castration côté garçon et envie du pénis côté fille. Voilà comment Freud distingue garçon et fille au regard de la différence anatomique perçue chez l'autre. Et donc il ajoute, il n'existe donc pas un primat du génital, mais un primat du phallus. Et c'est avec Lacan, dans son retour à Freud, qu'il va sortir justement ce primat du phallus de la prison anatomique freudienne, c'est-à-dire l'anatomie, c'est le destin. Et donc Lacan a su rapporter ce primat du phallus à un logocentrisme, qui est le lot commun des êtres parlants, qu'ils soient hommes ou femmes. Lacan a élevé le phallus au rang de signifiant. Ainsi, les deux sexes se déterminent l'un et l'autre relativement au phallus. Comme êtres de langage, les hommes et les femmes sont donc condamnés à emprunter, pour entrer en relation, les détours de la parole où règnent les masques du paraître. Dans la relation entre les sexes, à la mascarade côté féminin, répond la parade virile côté masculin. L'amour est ce qui fait rapport entre les partenaires, c'est ce qui fait lien. Là où la jouissance rend solitaires les partenaires. Et elle met, donc l'amour, à l'épreuve chacun des partenaires des identifications qui les soutiennent. Le recours à la polarité actif-passif pour combler le non-rapport afin de désigner hommes et femmes ne tient pas. Et donc cette polarité actif-passif, c'est Freud qui l'avait mis en place, c'est-à-dire en faisant valoir que l'actif était du côté masculin et le passif côté féminin. Et donc ça venait au fond se substituer à cet impossible rapport qui n'existe pas, ni l'essence femme, ni l'essence homme.
Et donc le recours à la polarité actif-passif est là pour combler le non-rapport pour les raisons suivantes, précise Lacan, que l'idéal viril et l'idéal féminin sont figurés dans le psychisme par autre chose que cette opposition activité-passivité. Ils ressortissent proprement d'un terme que je n'ai pas moi introduit, dit Lacan, mais dont une psychanalyste a épinglé l'attitude sexuelle féminine qui est la mascarade. La mascarade a un autre sens dans le domaine humain. C'est précisément de jouer au niveau non plus imaginaire, mais du côté symbolique. Et donc Lacan donne cette indication précieuse concernant le paraître côté homme. Il dit ceci: l'homme n'est jamais viril que par une série indéfinie de procurations qui lui viennent de tous ses ancêtres mâles en passant par l'ancêtre direct, le père. L'homme qui fait monstration de sa virilité indique en creux le manque d'assurance quant à sa virilité, quant à sa position d'homme. L'homme est pris, tout comme la femme, dans un dilemme. Ne croyez pas que la situation soit meilleure pour l'homme. Elle est même plus comique. Le phallus, lui, il l'a, le malheureux. Côté homme, il a, mais il vit avec la crainte de le perdre. Il voit avec une certaine inquiétude, d'ailleurs, ça s'enracine là, les demandes d'amour féminines, car sacrifier son avoir, se faire manquant, n'est pas chose aisée. Le « que me veut-elle » peut devenir une question inquiétante pour lui. Et même on voit bien dans les préjugés à l'égard des femmes, certains hommes qui peuvent dire « elle en veut à mon argent », elle en veut à ma situation, si elle s'intéresse à moi. Donc vous voyez bien l'avoir, la suspicion que le sujet féminin pourrait lui dérober son avoir. Au fond, il ne s'agit pas d'argent, c'est qu'inconsciemment, ça dit quelque chose de sa position à lui quant à son avoir qui n'est pas de l'ordre pécuniaire. C'est donc ce qui fait obstacle dans l'amour, où donner ce qu'il n'a pas à l'être aimé vient le menacer. C'est en cela que le désir féminin où amour et jouissance sont indissociables est une épreuve pour le sujet masculin. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des hommes qui choisissent des femmes muettes, se sentent moins menacés, elles ne leur demandent rien, mais c'est quand même rare. Hein. Je n'ai jamais connu ce profil. Et ça peut exister. Hein. Mais peut-être qu'il parlait de lui. C'est en cela, je taquine, c'est en cela. Donc concernant la mascarade féminine, bon là on a fait tout un sort au sujet masculin, les femmes, on n'est pas mieux lotis. Hein. Concernant la mascarade féminine, Lacan indique dans son texte la signification du phallus. Ceci, c'est pour ce qu'elle n'est pas, qu'elle entend être désirée en même temps qu'aimée, incarnant à cet effet le phallus. La mascarade est ici tromperie, dévoilant ce qu'elle n'a pas. L'accent mis sur l'être fait valoir qu'il s'agit d'être, et donc d'incarner le phallus pour l'autre. Si le partenaire aime les femmes minces, par exemple, elle va tâcher de s'inscrire de ce côté-là pour plaire à son partenaire. C'est ça que ça veut dire, au fond, comme exemple. Ce qu'elle n'est pas. L'accent mis sur l'être fait valoir qu'il s'agit d'être le phallus pour l'autre, ce qu'elle n'est pas.
le fait qu'elle s'exhibe, dit Lacan, et se propose comme objet du désir, signifiant du désir de l'autre. D'ailleurs, on voit bien toute la cosmétique, le maquillage est pris là-dedans. Il s'agit par le recours à la mascarade qu'elle en présente l'apparence, qu'elle paraisse l'être. Mais à vouloir incarner le désir de l'autre pour être aimé et désiré, son désir passe à la trappe. Il est exilé, hors de la partie, refoulé. Ce désir féminin exilé au nom de l'amour, puisque c'est au nom de l'amour que ça s'exerce, ce désir féminin exilé au nom de l'amour s'exprime dans les symptômes et les plaintes. Il y a un revers. C'est pour ça qu'on va en analyse d'ailleurs. Il ressurgit, donc les symptômes et les plaintes, sous le masque, ce désir féminin exilé ressurgit sous le masque du symptôme, signe que l'idéal qu'elle veut occuper, l'idée qu'elle a d'occuper son être de femme pour le partenaire, ne tient pas. Cette identification au désir de l'autre, ce sacrifice de son désir pour être aimé, ne dit rien de son désir à elle, de son être de femme. Voilà ce que dit Lacan. Sa satisfaction passe par la voie substitutive, tandis que son désir se manifeste sur un plan où il ne peut aboutir qu'à une profonde Verwerfung, à une profonde étrangeté de son être par rapport à ce en quoi elle se doit de paraître. De la femme freudienne manquante à la puissance féminine lacanienne. Lacan montre donc que cette répartition sexuelle, le manque chez la femme et l'avoir chez l'homme, est d'ordre imaginaire. Vous rappelez cette parole de Freud, l'anatomie, c'est le destin. Ce phallus, comme signifiant du désir, est foncièrement insemblant. Cela relève des idéaux du sexe. L'idéal féminin et l'idéal viril comme relevant des comportements idéaux d'un sexe à l'égard d'un autre. C'est en cela que les idéaux sont soutenus par la voie des identifications. C'est le côté paraître. Et l'identification comporte un refoulement du désir. Dans le cadre de la névrose, la chute des identifications par le procédé de l'analyse entraîne un gain d'être et donc de désir. Une analyse nous apprend donc à mieux aimer et à désirer plus. Pas mal. Le texte « La signification du phallus », qui date de 1958, est un effort chez Lacan pour faire exister le rapport sexuel qui n'existe pas. Ici, le phallus comme signifiant spécial, comme fonction de signification, le signifiant du désir de l'autre en tant qu'il s'articule dans le désir de l'autre, fait point de rencontre entre les sexes. C'est parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel que va s'organiser les semblants autour du simulacre qu'est le phallus. Donc la mascarade d'un côté, la parade virile de l'autre, qui ne fait que dévoiler au fond tout l'envers. À partir du séminaire sur l'angoisse, Lacan va opérer un renversement dialectique du manque et de l'avoir. Ce sera un des moments tournants de son enseignement. À partir de là, le concept d'amour va se distinguer du désir. Ce séminaire va accoucher du fameux objet petit a, cause du désir. Il va montrer combien l'amour est ce qui trompe.
à partir de la jouissance comme corps, Lacan va situer le manque du côté masculin. Le sujet sera celui qui ne manque de rien dans le rapport à la jouissance. Et c'est en ça que le sujet féminin dans la rencontre des corps peut être un moment angoissant pour un sujet masculin. C'est par l'épreuve de la détumescence, celle de l'organe, que Lacan situe l'angoisse chez l'homme comme corrélée à un phénomène biologique, à un certain ne pas pouvoir. Dans le rapport au désir et à la jouissance, Lacan va situer la femme, au contraire, comme étant beaucoup plus réelle et beaucoup plus vraie que l'homme. Et dans le rapport simplifié au désir de l'autre, d'être à l'endroit de ce désir dans un rapport dont nous sentons qu'il est beaucoup plus libre. Ce partenaire féminin, qui ne manque de rien, va venir combler le manque dont souffre le partenaire masculin. La femme a donc un rapport à l'angoisse, nous dit Lacan, via le désir masculin. C'est pourquoi dans la relation amoureuse, le lien qui unit les partenaires relève non pas du patriarcat, mais de l'inconscient. Si la femme freudienne est une femme marquée sous le sceau du manque, la femme lacanienne ne manque de rien dans le domaine de la sexualité. Lacan va donc développer tout un éloge de la supériorité féminine à l'endroit de la jouissance. Et c'est dans son séminaire Encore, son séminaire 20, que Lacan écrit explicitement l'ambition qui l'a toujours portée. Le voici. C'est mon vrai sujet de cette année. Derrière cet encore, et c'est un des sens de mon titre, peut-être arriverai-je à faire sortir du nouveau sur la sexualité féminine. Lacan va inscrire la question de la sexualité féminine dans le ternaire amour, jouissance et désir. C'est à partir de ce séminaire que Lacan va inscrire à partir de la logique, justement pour sortir de l'imaginaire, il va en passer par la logique mathématique, dans ses formules de la sexuation, comment hommes et femmes, au-delà de l'anatomie, s'inscrivent relativement au phallus et donc comment ils s'inscrivent dans le rapport inconscient à la jouissance. Lacan va en passer par la logique pour sortir des impasses imaginaires qui prend sa source sur le corps biologique. Les formules de la sexuation permettent de répartir homme-femme au regard de la subjectivation du sexe et donc non plus à partir du corps biologique. C'est en ce que au tout s'oppose le pas tout, donc le tout, c'est les êtres qui s'inscrivent dans les formules de la sexualité, de la sexuation côté homme, et le pas tout, les êtres parlants qui s'inscrivent côté femme, qu'il y a chance d'une répartition de gauche à droite de ce qui se fondra comme mâle ou femelle. Et on voit bien que dans ces formules, c'est toujours en rapport avec l'autre partenaire sexué. Ce n'est pas formule de la sexuation côté mâle et femelle séparée, mais c'est en relation. Il faut tout de même tenir compte que le corps sexué n'est repérable que parce qu'il y a la parole. C'est parce qu'on parle qu'on dit homme, femme, garçon, fille. Sinon, ça n'existerait pas. C'est à partir de la parole et du langage qu'on peut situer homme et femme au regard d'une première discrimination biologique. Au fond, c'est comme le jour et la nuit. Le jour ne serait rien sans la nuit.
L'homme n'est rien sans la femme, tout comme la gauche ne serait rien sans la droite, par exemple. Lacan a fait valoir que cette discrimination est d'abord symbolique. Voici ce que dit Lacan. Pour qu'il y ait fondement du sexe, comme on dit, il faut qu'il soit deux. L'existence s'enracine dans le symbole. C'est ce qui définit l'être parlant. Cet être est fondamentalement insaisissable. C'est-à-dire qu'autant on peut dire d'un point de vue biologique homme ou femme à partir du symbolique, du langage, autant l'être en lui-même est insaisissable. Et il est d'autant plus insaisissable qu'il est forcé, justement parce qu'il est insaisissable, de passer par le symbole pour supporter cet insaisissable. Sinon, c'est l'égarement total. Pour autant qu'exister, ce n'est pas être, c'est dépendre de l'autre. C'est là où va se jouer l'existence de tout sujet parlant. C'est du côté de l'autre, l'autre avec un grand A. Alors on peut se poser cette question concernant l'émergence du discours du genre, qui fait valoir au fond l'impasse à laquelle elle se cogne, qui vise à s'attaquer à la référence symbolique, c'est-à-dire c'est une attaque du langage. D'ailleurs, il y avait un des magazines du Nouvel Obs, je ne sais plus, c'était il y a 10 ans, qui avait intitulé, qui l'avait titré par « Ni homme, ni femme, la révolution du genre ». Donc, ni homme, ni femme, on est un peu embêté. Donc, homme et femme, l'épreuve de l'amour et du désir. Du sexe, on ne sait rien, pour le dire avec Lacan. Il y a des hommes, il y a des femmes, c'est d'abord affaire de langage. Ces nominations existent parce que nous sommes des êtres de langage. C'est un fait de discours. C'est la thèse de Lacan dans son séminaire « Ou pire ». Qu'il y ait au départ l'homme et la femme, c'est d'abord affaire de langage. Le langage est tel que pour tout sujet parlant, ou bien c'est lui, ou bien c'est elle. Ça existe dans toutes les langues du monde. C'est le principe du fonctionnement du genre, féminin ou masculin. Fin de citation. Il fait valoir du même coup que dire homme-femme, pour faire valoir l'existence dans le langage de deux sexes, mais dans le langage. Pour autant, il n'existe pas d'essence homme ou d'essence femme. Cela dit Lacan, l'homme et la femme, nous ne savons pas ce que c'est. Pendant un temps, cette bipolarité de valeurs a été prise pour suffisamment supporter, suturer ce qu'il en est du sexe, en tout abord serré de l'approche sexuelle. Le pas que nous a fait faire l'analyse nous révèle le détour, la barrière, la chicane, le défilé de la castration. La structure est logique et non pas biologique. Ce qui définit homme et femme se situe dans le rapport que chacun entretient avec la castration, c'est-à-dire avec le manque fondamental du fait qu'on est des êtres de langage. C'est dans le rapport à l'autre sexe que va se révéler les impasses, les difficultés dans la relation à l'autre sexe. Il est parfois pas rare que certains sujets se mettent à l'écart de la rencontre du partenaire dans la relation amoureuse ou dans la rencontre des corps. Ils s'y tiennent à distance parce qu'ils savent que ça peut les ravager. C'est donc penser par exemple au féminicide, où ce qui est dénié et refusé relève de la logique. Le refus de parler par exemple de folie est une façon de vouloir objectiver l'incalculable.
Souvent, ce qui est revendiqué est un fait social. La faute du patriarcat, on s'entend souvent. Si on se penche sur la trajectoire du sujet, souvent dans la violence faite aux femmes, quand on rencontre ces femmes et qu'on retrace l'histoire, le moment où démarrent les violences, on repère, grâce à la lunette lacanienne, des moments logiques. Par exemple, la perte d'un emploi. Par exemple, l'arrivée d'un enfant. Et le drame, souvent, surgit quand la partenaire s'en va. Donc, c'est tous ces éléments logiques relèvent de la perte et donc de comment un être parlant supporte la perte. Et ça va révéler les failles de structure qui fait qu'à un moment donné, ça plonge une personne dans une décompensation, ce qu'on appelle une décompensation psychotique, par exemple, quand le partenaire devient père, ou perd un emploi, ou perd sa partenaire. Le cinéma exploite pour autant ces moments de bascule dans la vie des sujets. Je pense au film Paris, Texas, du réalisateur Wim Wenders. C'est l'histoire d'un drame amoureux. Le film s'ouvre sur une étendue désertique où on voit errer un homme jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Un mort vivant, dévitalisé par l'absence d'interaction et de parole. Il est tout seul. Travis, c'est le personnage errant, muré dans le mutisme. Il ne parle pas. On devine à son état qu'il erre depuis longtemps. Et donc on apprend que ça fait des années qu'il erre dans le désert. Le réalisateur, par sa mise en scène et le choix musical, nous plonge dans un western moderne où la splendeur du cow-boy, à la Lucky Luke, viril et armé, fait place à la déchéance du personnage, désarmé, en casquette, chaussures trouées, dépourvu d'une monture. Ici, la chute de la virilité est marquante. On découvre au fur et à mesure pourquoi Travis erre, pourquoi il se retrouve dans le désert. Il a perdu pied et a touché du doigt l'expérience de la folie lorsque sa partenaire menace de le quitter. Il ne peut vivre sans elle, ni avec elle. À son contact, d'ailleurs, à un moment où il la retrouve, on voit aussitôt qu'il replonge dans l'abîme où la certitude de la tromperie vient comme réponse. Alors que le temps de la rencontre, le premier moment de la rencontre amoureuse, est vécu dans une certaine insouciance. On le voit lors d'un film Super 8 qu'il regarde pour justement se remémorer ce qu'a été cette rencontre amoureuse. Il la fait rire. À son contact, on la voit femme-enfant. Puis, après ce moment de rencontre, c'est ce premier moment qu'on appelle la lune de miel, il y a la relation qui se construit dans le temps et qui vient révéler les difficultés d'un homme à être un homme pour une femme. Elle se plaint qu'il soit taiseux et sauvage. Lui vit dans la certitude qu'elle le trompe lorsqu'il s'absente pour aller travailler. Et c'est au moment où elle devient mère qu'il cesse de boire et qu'il reprend le travail. La grossesse, pour lui, est la certitude, la preuve qu'elle l'aime. Face à son absence et son impossibilité à donner place à la femme en elle, la réduisant à l'être mère, il ouvre en elle une revendication féminine qui la plonge dans l'illimité
à la limite de la folie, où elle se plaint de son absence de parole et d'attention. Elle pète littéralement les plombs. Elle se sent captive. D'ailleurs, elle l'accuse de lui avoir fait un enfant pour la rendre prisonnière. Elle rêve qu'elle s'enfuit et qu'au bout du chemin, elle le croise, la retenant. Au réveil, elle lui raconte le rêve. Cela lui est donc adressé. C'est un message qu'elle lui dit. On peut y entendre « Retiens-moi, ne me laisse pas partir. Prouve que tu m'aimes, que tu tiens à moi. » Faute d'entendre cela, il prend peur. Il lit le rêve au pied de la lettre. Il l'attache. Tout d'abord, il attache une petite clochette à sa cheville en se disant que si elle venait à s'enfuir dans la nuit, il l'entendrait et il la retiendrait. Et comme elle a trouvé l'astuce de détacher la clochette, il a fini par l'attacher, plongé dans sa folie, à un radiateur avec sa ceinture. Faute de l'attacher à son fantasme, au fond, c'est ça qu'on peut entendre lorsqu'elle lui dit « Retiens-moi », quand elle lui révèle ce cauchemar, c'est « Retiens-moi, attache-moi à ton fantasme, fais de moi l'objet cause de ton désir, fais de moi une femme et non pas une mère. » Mais faute de l'attacher à son fantasme, condition pour faire d'une femme la cause de son désir, la menace est pour lui réelle. Elle vient signer la structure de la psychose. Forclusion du signifiant phallique, qui veut dire signifiant qui permet de lire le monde qui nous entoure et de décrypter, à partir de son propre fantasme, la demande de l'autre et d'en prendre appui dans la relation amoureuse. Dans la névrose, c'est un peu comme ça que ça se fait. Le sauveur va venir avoir le sentiment de sauver une femme et donc de tourner son fantasme autour d'une relation qui s'inscrit comme « je sauve une femme », etc., etc. Faute de fantasme, il l'attache réellement. Elle finit par se détacher et s'enfuit avec l'enfant en pleine nuit. La caravane prend feu. Métaphore, point d'interrogation. Cela m'a fait penser au rêve repris par Freud. « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» Ici, le brasier du désir vient témoigner de l'appel de sa partenaire. « Ne vois-tu pas que je brûle de ton absence de parole, de ton absence de désir pour faire de moi une femme ?» L'errance est la seule solution qu'il trouve à partir de là, à partir de ce moment, pour effacer, dit-il, l'homme fou qu'il est devenu. Il erre dans le désert à la recherche de ses origines, là où tout a commencé, là où tout a pourri en lui. Pour le dire avec Lacan, le héros passe un certain temps sur une île déserte, je cite Lacan, ce qui pour lui a au moins l'avantage de le mettre à l'abri des femmes. Le film se termine sur une scène duracienne, à la Lol Weinstein. Travis regarde la fenêtre d'un hôtel où se jouent sous ses yeux les retrouvailles d'une mère avec son enfant. Sa mission est donc terminée. Il part. Un peu clin d'œil au cow-boy qui finit sa mission, qui part tout seul. Pour tout sujet parlant, l'amour est une épreuve. Au fond, rien ne garantit que la rencontre amoureuse perdure dans le temps. Et lorsqu'elle dure, les partenaires sont soumis non seulement à l'épreuve du temps, mais aussi aux épreuves symboliques. Et donc là, on rejoint la phrase si éclairante de Lucky Luke. Alors, ces épreuves symboliques, c'est l'arrivée d'un enfant, ça peut être les pertes, perte d'un emploi, perte d'un proche,
l'accession aussi de nouvelles fonctions. On pense au président Schreiber, devenu président de la cour de Dresde, je crois, et qui décompense sa psychose à ce moment-là. C'est-à-dire que le moment où il y a des franchissements symboliques sont des moments de fragilité. Donc devenir père, c'est une fonction, devenir mère, c'est une fonction, et donc ça relève du symbolique. Donc s'il y a une faille à l'intérieur du sujet au niveau symbolique, ça s'écroule. La vie amoureuse des êtres parlants est donc tout sauf un conte de fées qui se termine toujours par une fin heureuse. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, dit le conte. Pour un homme, la rencontre avec l'altérité qu'est une femme est une épreuve. Et pour une femme aussi, l'altérité qu'elle est pour elle-même dans la rencontre avec un homme est une épreuve pour elle également. La rencontre avec le partenaire masculin met à l'épreuve le sujet féminin dans sa position féminine, souvent masquée par les identifications viriles. La psychanalyse d'orientation lacanienne fait valoir combien la rencontre entre les êtres sexués et ce qui fait rapport répond à une logique qui s'inscrit différemment selon la structure différentielle et donc le rapport à la castration. Refoulement dans la névrose, déni dans la psychose, dénégation dans la perversion. C'est pourquoi Lacan peut dire que l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à un être qui n'en veut pas. L'amour met à l'épreuve le sujet dans son rapport à la castration. Aimer, c'est donner son manque à être. Ou encore, c'est la rencontre de deux manques. À la névrose répond un programme inconscient qui fait qu'on ne tombe jamais amoureux par hasard et que le symptôme de l'un vient faire écho inconsciemment au symptôme de l'autre. Comme ça qu'on va s'appareiller. C'est une des définitions données par Lacan de l'amour, dans le séminaire 20 notamment. Dans la psychose, faute du fantasme, une femme peut être pour un homme une suppléance. Pensons à Nora et James Joyce, où Lacan reprend à quoi sert pour James Joyce sa partenaire. Dans le séminaire 20 qui lui est consacré, il dit « elle lui va comme un gant », au sens où elle lui donne un corps. Dans la perversion, pensez par exemple au témoignage de Vanessa Springora dans son livre « Le consentement », lorsqu'elle découvre que celui qu'elle croit aimer se révèle être un autre. Lui faisons croire qu'elle est l'élue, il la tire dans ses filets où elle est une parmi tant d'autres. Le prédateur se sert ainsi de la duperie des mots pour attraper sa proie et assouvir sa jouissance, qui, elle, sa jouissance à lui, répond au même mécanisme, hors la loi et en série, suivant une itération implacable. De être la seule pour un homme, ce qu'elle a cru, de par les mots qu'il lui a dit, pour dire son être de femme à elle, il l'a réduit à un être dit femme-ment. Là où on l'a dit femme, on l'a dit femme, dit Lacan. Lorsque le voile de l'amour tombe, le charme a été rompu, pour reprendre les mots de Vanessa Springora. Il ne reste plus que la jouissance détachée du désir et de l'amour. Le réel de la sexualité crue se révèle sans loi ni foi. Traumatisme pour elle.
Depuis que j'ai lu les livres interdits, ceux qui étalent sa collection de maîtresses et détaillant ses voyages à Manille, quelque chose de visqueux et sordide est venu recouvrir chacun de ces moments d'intimité dans lesquels je ne parviens plus à voir la moindre trace d'amour. Je me sens avilie et plus seule que jamais. Voilà comment Vanessa Springora parle de cette relation une fois qu'elle découvre au fond à qui elle a eu affaire, et donc à un pervers. Donc voilà pour la partie de cet aphorisme de Lacan que j'ai tenté d'attraper par différents biais, en espérant ne pas vous avoir trop perdu. Non, plutôt... enfin, il ne me semble pas que ce soit justement une perte, pour le coup, hein, mais plutôt un gain, et un petit gain de savoir aussi, par rapport aux aphorismes qui ont été comme ça, qui viennent illustrer, ponctuer le propos. Jusque-là, votre trajet nous permet, comme le trajet de la pulsion d'ailleurs, d'effectuer une dérive qui nous montre combien il y a de modalités de satisfaction au regard de la structure, et que chacun est pris, grâce au phénomène de la rencontre, ou dans un franchissement, ou dans une rencontre en fait avec sa propre structure. Donc il me semble que jusque-là, j'entends les choses comme ça. Est-ce que vous pensiez peut-être nous apporter autre chose? Oui, j'avais pensé terminer sur une vignette clinique. Alors soit on prend un petit temps de discussion là pour que vous ayez le temps de digérer un peu tout ce que je vous ai balancé. C'était pas mal. Oui. Quand même, un petit temps de... Voilà, on ne va pas balancer la table. Non. Voilà. On se retient, là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ben oui, tranquillement. Hein. Oui. Je vais faire circuler. En parlant fort, peut-être. Comment ça... Voilà, je crois que ça va. Bon. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt une... Et après, le monsieur. En minçant. C'est pas tous les porteurs d'espoir, la rencontre de deux symptômes. Bon, il est vrai que, par exemple, dans la relation du manipulateur pervers et de la personne hyper empathique, ça marche assez bien. Hein, l'échange marche assez bien. Il est vrai qu'on s'est aperçu aussi que les personnes qui avaient été abusées sexuellement dans leur enfance rencontraient souvent des compagnons ou des compagnes qui ont également été abusés sexuellement dans leur enfance. Donc effectivement, la rencontre de deux symptômes aussi complémentaires. Voilà, une petite lueur d'espoir peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça, pour avancer? Non, elle est intéressante, votre intervention. En effet, à la fois, Lacan fait une éloge de l'amour. Il n'a pas une manière de parler de l'amour de manière... triste mais il fait valoir au fond parce qu'il ne faut pas oublier que la psychanalyse, la théorie, elle ne s'origine pas comme ça des préjugés de Lacan, de l'idée qu'il se ferait de l'amour, que l'amour c'est fantastique, que l'amour c'est formidable. Ça part au fond des plaintes des patients. On part de la clinique, donc on parle vraiment de choses de l'ordre du réel, ce à quoi chacun se cogne, qui lui permet en effet d'avancer sur ces questions. Donc en effet, on part pas on se raconte pas des histoires, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça permet de se dire au fond que pour tout à chacun, après ça peut exister, hein, des couples où tout va bien, pas de prise de tête, tout roule, les étoiles dans les yeux. Sinon, c'est louche. En général, quand ils vous disent tout va bien, s'ils continuent à vous voir, à un moment donné, ils finissent par lâcher le morceau, quoi. Mais au fond, c'est un côté rassurant. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire croire que
en adoptant telle ou telle chose, en faisant telle ou telle chose, que le couple sera harmonieux, etc. Non, en fait, si ça foire, s'il y a des moments où ça va pas, en gros, c'est normal. Vous voyez ? Et donc, c'est un côté plutôt... Par contre, si on se dit, bon, si c'est comme ça, bon, je me contente de souffrir, je me contente de me sacrifier, en effet, là, c'est triste. Par contre, si à un moment donné, vous vous dites, bon, là, je vais quand même aller voir un analyste parce que, voilà, je me plains, parce que machin, vous avez chance, au fond, de changer les choses. Et c'est ce que Lacan appelle, justement, le fait de ce qu'il appelle le nouvel amour, c'est-à-dire un amour qui n'est plus pris justement dans l'idéal qu'on se fait de l'amour. C'est au fond parce qu'on se raconte des histoires. C'est au fond parce qu'on a dans l'idée que l'amour devrait être comme ci, comme ça, qu'on en souffre. C'est-à-dire que l'autre qu'on a en face de nous, il a une autre conception de l'amour. Et au fond, la conception qu'on se fait de l'amour, cet idéal qu'on a de l'amour, qui forme aussi nos propres préjugés, fait qu'on se cogne à l'altérité d'un autre. Et c'est insupportable. C'est insupportable parce que l'autre, il ne rentre pas, justement, dans notre programme amoureux. Ou s'il y rentre à un moment donné, il suffit d'une épreuve dans la vie pour que là se dévoile un autre visage. Justement, le côté où on s'appareille à partir du symptôme, en règle générale, on va bien, hein, on est content, en fait. Même dans sa souffrance, on est content parce qu'on ne le voit pas. Mais à un moment donné, je ne sais pas, moi, vous devenez mère... et là, vous attendez autre chose. Il y a quelque chose qui commence à s'éveiller en vous, une revendication féminine que vous n'aviez pas avant, puisque vous n'aviez pas d'enfant, donc vous ne pouviez pas la découvrir. Et c'est là où vous commencez à attendre autre chose de votre partenaire que va se révéler le vrai visage de votre partenaire. C'est au moment où vous allez avoir envie de vous émanciper, par exemple, de vous dire c'est bon les gosses, j'en ai ras-le-bol, je vais partir un peu avec les copines, mais avant vous n'aviez pas besoin de ça. Et donc là le partenaire il va vous découvrir, il vous découvre tout autre. Ah ben je te satisfais plus, c'est plus avec moi que tu veux partir. Et là voilà, c'est là où le bazar commence. Mais avant, en règle générale, au début c'est génial, hein. Sauf si vraiment vous dites, vous résignez mais quand vous rencontrez quelqu'un, c'est voilà, vous avez des petits papillons, c'est super. Ah bah après, quand la vie, quand ça dure, c'est là où ça commence à être un peu plus coton, un peu plus costaud. Ah, le petit bonjour peut devenir une déclaration de guerre. Vous voyez, là on découvre finalement, c'est comment on va supporter l'altérité de l'autre. C'est-à-dire à un moment donné, dans une relation, on change. Si ça fait 20 ans que vous êtes avec le même partenaire, si le partenaire arrive à l'un et l'autre supporter finalement les changements, les différentes trajectoires, malgré les difficultés que qu'ils peuvent rencontrer, mais il y en a, c'est pas supportable. C'est bon, si tu changes pas, on s'arrête là, ou on va demander à l'autre qu'il se sacrifie, qu'il arrête de faire ceci, qu'il arrête de faire cela, etc., etc. Vous voyez ? Oui, en somme, ce que vous dites, c'est que c'est jamais vraiment figé, ça change tout le temps, mais on ne s'accommode pas du changement de la même manière. Voilà, c'est ça. C'est une femme, c'est pas la femme, c'est voilà. Une femme, mais cette une femme n'est pas exactement la même. Justement, voilà, c'est très intéressant parce qu'au fond, quand un homme rencontre une femme, il a l'impression qu'il rencontre une femme singulière, etc. Et puis au fond, quand elle commence à se montrer un peu pas la même, changeante, non, ça va pas en fait. C'est que justement, il croit en la femme. Voilà. Parce que si vous vous plaignez d'une femme, c'est que vous avez dans l'idée comment doit être une femme. Votre idéal de femme, il doit être comme ça. Et donc, si vous vous plaignez de votre partenaire, c'est qu'il ne colle plus à cet idéal auquel vous avez cru au départ. C'est un peu toujours, c'est ça qui est un peu rigolo aussi. Hein. C'est rigolo et c'est aussi le tragique de l'amour. Mais au fond, l'amour, c'est un peu à chaque fois la rencontre. Il y a toujours tromperie sur la personne. C'est-à-dire qu'on habille l'autre avec son fantasme, son idéal, ses attentes, etc. Mais on ne le sait pas. Et c'est au moment où les choses commencent à bouger que là, en fait, ce qu'on ne savait pas commence à surgir. Les questions qu'on ne se posait pas surviennent à ce moment-là. Vous voyez ? Pas si c'est... Ce que vous dites aussi, c'est que le fait de le savoir permet de sortir de l'idéalisation, de l'illusion et de partir sur une base peut-être un peu plus saine.
C'est-à-dire, au fond, que c'est que par le biais de l'analyse qu'on peut savoir, au fond, parce qu'on est singulier, on a une histoire propre, on a ce qui nous a été transmis par la famille. Même quand on a l'impression de pas du tout avoir suivi l'éducation qu'on nous a donnée, on s'aperçoit très vite en analyse que finalement on a fait la même chose. Et au fond, c'est de découvrir comment c'est fichu, pour soi, tout seul, c'est sur mesure. C'est-à-dire, pour moi, comment a été fichu mon programme amoureux qui était jusque-là inconscient. Et donc, ça demande des années avant de découvrir, au fond, comment c'est foutu. Et à partir du moment où c'est révélé, c'est mis à jour, eh ben, ça perd de son éclat. C'est-à-dire que vous n'aimez plus de la même manière. Et au fond, vous pouvez supporter, vous pouvez finalement aimer autrement le partenaire avec qui vous étiez en guerre jusque-là, parce qu'au fond, vous étiez en guerre avec vous-même, pas en guerre avec lui, mais avec vous-même, à ce qui fait ressortir de vous. Là, je ne parle pas évidemment des violences, hein, je ne parle pas de ces plaintes-là, évidemment. Je parle vraiment des disputes, du fait qu'on ne se comprend pas, du malentendu qui est inhérent. Et donc, on apprend à faire avec le malentendu. On apprend, au fond, à percevoir ce qui nous est insupportable, mais qui nous appartient. Et donc, oui, il y a chance d'aimer autrement le partenaire avec qui vous êtes. Et si vraiment vous n'êtes plus du tout cette personne qu'il a rencontrée et que le partenaire en question ne bouge pas de position, la séparation est aussi possible. C'est pas non plus, on fait pas l'analyse, c'est pas faire avec ce qu'on ne supporte pas. C'est qu'est-ce que je peux supporter, qu'est-ce qui me revient et qu'est-ce qui revient de l'autre, qu'est-ce que moi je veux. Et c'est très dur de se poser cette question au fond de qu'est-ce que je veux au moment où voilà, j'ai un tournant s'ouvre à moi, quel chemin je vais emprunter. Il y a aussi un point important, je trouve, moi, par rapport à l'évolution du sujet, par rapport à ce qu'il détermine et ce qui va lui permettre de découvrir, au fond, par une analyse, ce qui est au fond de son désir. Lorsqu'il découvre et tout cela, le partenaire en face peut aussi être dans la difficulté, c'est-à-dire ne pas comprendre cette évolution. Tout à fait. Donc c'est aussi délicat tout ça. Quand on est soit en analyse et que le partenaire n'est pas en analyse, en effet, mais même parfois sans forcément l'analyse permet effectivement au sujet féminin, en tous les cas, de peut-être d'assumer un peu plus son désir, c'est-à-dire de moins coller au fantasme du partenaire, c'est-à-dire de moins vouloir être dans une position qui fait qu'elle va au fond se sacrifier pour être aimée. Et à un moment donné, ça va être plutôt qu'est-ce que je désire, et donc il y a une certaine émancipation qui se produit. Et donc le partenaire, en effet, en face, qui n'est pas en analyse, il ne reconnaît plus. Au fond, c'est pas cette personne. C'est là où il y a erreur sur la personne. Donc il n'y a personne à accabler. C'est une réalité. C'est vrai structurellement parlant. Et au fond, c'est plus la même. Et parfois, suivre le trajet que l'autre va emprunter n'est pas quelque chose qui est aisé. Ce qu'on se disait tout à l'heure, le côté tenir à côté propriétaire, le côté donc de ne pas lâcher sur ses idéaux, sur ses valeurs qui sont typiquement, qui sont plus tenaces côté masculin. Il y avait une question, je crois. C'était pas ou une remarque. Vous l'avez explicité, si vous voulez. C'est-à-dire que cliniquement, je suis psychiatre, donc je dis cliniquement, c'est quand il y a le symptôme surgit, quand l'écart est important entre l'idéal, l'imaginaire et la réalité. Et souvent, quand on écoute les personnes, moi je fais la différence entre amour et attachement. L'attachement nous amène au premier amour objectal, prégénital avec la mère, ainsi de suite. L'attachement à ce stade-là. Et l'amour, c'est autre chose. Il me semble qu'il y a là quelque chose de l'ordre du symbolique, quelque chose qui peut bouger. Et les gens, les personnes, les patients, confondent souvent entre les deux. À tel point que ça m'a fait penser, lors des premières années d'installation, on se devait être rapide à une enseignante, la cinquantaine, comme à l'ASC pour une dépression invalidante. Ensuite, on en parle pour ça, elle me dit, docteur, j'ai un mari en or. On a travaillé après toutes les séances sur ce signifiant figé, un mari en or. On se
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites du côté du mari en or qui est absent. En effet, il lui fout la paix, quoi. C'est un mari en dehors. Souvent, les épouses disent, docteur, en se plaignant, il n'a pas changé depuis toutes ces années. Et les hommes qu'on écoute, docteur, ce que je ne comprends pas, elle me reproche que je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Oui, c'est ça. C'est ça, en effet, il y a aussi cet écueil qui est l'idée que le partenaire puisse changer ou que le partenaire, en effet, ne parle pas et d'attendre que celui-ci puisse parler comme si c'était naturel. Et au fond, souvent, quand certains hommes viennent à l'analyse, ils sont poussés par leur partenaire féminin qui les menace de les quitter en leur disant bon, bah, si tu continues à ne pas faire attention à moi, à ne pas parler, à ne pas me parler, je te quitte. Et c'est souvent dans justement cette menace d'être quitté, au fond, qui finissent par sortir, en tout cas qui tentent d'essayer, par le biais d'un travail thérapeutique, à sortir du silence. Mais c'est pas si simple, parce que tout ça est pris quand même dans une certaine logique masculine qui est que parler, certains hommes sont par exemple dans leurs pensées. Vont dire mais oui, mais je pense à elle tout le temps, donc je comprends pas pourquoi elle dit que je l'aime pas. Ben oui, vous pensez, votre partenaire c'est la pensée, donc vous êtes tout seul. Eh bien, je trouve ça intéressant parce qu'au fond, justement, Lacan a fait valoir que l'amour pouvait s'inscrire dans les trois ternaires. C'est-à-dire l'amour du côté imaginaire, l'amour du côté symbolique et l'amour du côté réel. Et par exemple, dans la névrose, en partant de ce qu'a développé Freud dans la vie sexuelle et la vie amoureuse spécialement des sujets masculins, où il a fait valoir au fond que les symptômes qu'un homme pouvait rencontrer dans la relation avec une femme, notamment dans la rencontre des corps, du côté par exemple de l'impuissance, etc. Il avait fait valoir justement que cet amour-là s'enracinait inconsciemment dans l'attachement à la mère, au sens où c'est Lacan qui fera valoir ça, c'est-à-dire qu'il va faire valoir au fond que la femme n'est pas que mère. Et il fera valoir que la difficulté pour un homme de désirer une femme peut être s'enraciner justement dans le respecter trop sa femme. Il fait valoir, je crois que c'est Jacques-Alain Miller qui a traduit ça comme justement le respect à une femme, s'enraciner justement dans cet attachement à la mère. C'est du côté de l'amour maternel qu'est le respect de la femme pour un homme. Et donc il faut dépasser ce respect, c'est-à-dire de mettre le sujet féminin du côté d'un certain idéal, un piédestal. On peut se représenter ça par exemple avec l'amour courtois. Et donc il fait valoir en effet que derrière il y a cet attachement libidinal au personnage maternel. Oui, je pensais peut-être que effectivement c'est une distinction surprenante là aujourd'hui et qui est bienvenue. Je pensais d'un côté peut-être que l'attachement serait lié, il faut considérer les choses à partir de l'objet, mais d'un côté l'objet du désir et de l'autre l'objet cause du désir. L'objet du désir, ce serait du côté de l'attachement avec la relation anaclitique. Il a été question des enfants, justement, et de la construction, la manière. On disait tout à l'heure, un enfant meurt s'il n'y a pas un désir particularisé, voilà, qui s'occupe de cet enfant-là. Et l'enfant lui-même, il y a les objets de besoin qui se constituent comme objets du désir. Tandis que du côté de l'amour, peut-être, c'est lorsque s'articule et se greffe le fantasme. C'est-à-dire que pour le sujet, l'objet devient cause de son propre désir, mais il ne le sait pas. Voilà, c'est de ce côté-là que peut-être s'inscrit l'inconscient. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça.
Des questions? Bon, Fouzia, vous avez peut-être l'intention, je ne sais pas si on a le temps. Quelle heure il est? 4h15, oui. Une petite remarque, mais pas beaucoup. Juste pour Oui. faire, par rapport à ce qui vient d'être dit, il me semble que c'est très important de distinguer le désir et la demande. Le désir, c'est quelque chose de vraiment du côté de l'inconscient, et peut-être la demande en mariage, on parlait de, c'est vraiment autre chose. Donc la question du désir, on la situerait plus finalement avec Lacan du côté de l'inconscient. Alors c'est ce qu'il fait valoir au fond quand à un moment donné, au départ dans son enseignement, il y a un... comment dire, l'amour et le désir sont imbriqués ensemble. Il ne distingue pas l'amour du désir. Et c'est petit à petit, justement, dans son enseignement, qu'il va distinguer d'un côté l'amour et de l'autre le désir, justement avec, notamment à partir du séminaire 10, au moment où il conceptualise ce qu'il appelle l'objet petit a, l'objet cause du désir, qui est en effet inconscient. On ne sait pas comment, de quoi, de quelle cause du désir on est fait d'une certaine manière, et non plus comment. Et pareil pour le partenaire. Et au fond, il fait valoir, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire aussi comment l'amour peut faire aussi obstacle au désir. C'est-à-dire que l'amour, c'est une croyance au rapport sexuel, c'est-à-dire une croyance de ce qui n'existe pas. Alors que le désir, c'est pour ça que l'amour est du côté de l'histoire qu'on va se raconter, de l'idéal qu'on se fait de l'amour, comment dire, justement cette attente que l'autre parle, que l'autre nous aime, que l'autre nous fasse preuve et des preuves d'amour à notre égard. Et donc c'est aussi ce qui fait une prison pour un sujet féminin, par exemple. C'est-à-dire que l'amour, si on le met en effet du côté de l'attachement, c'est du côté de la dépendance de l'autre. C'est-à-dire que notre bonheur, ou je ne sais pas comment dire ça, notre épanouissement, dépendrait de l'autre. Et donc, si je n'ai pas les preuves d'amour, etc., j'en souffre, je me plains, je fais des crises, etc., etc. Et donc, parce que l'amour a aussi ce côté réel. C'est pas juste des plaintes comme ça, c'est pris dans quelque chose qui peut être de l'ordre de l'insupportable pour un sujet féminin. Et donc, l'analyse, c'est aussi ça, c'est-à-dire que à la fois, ça permet d'être moins dépendant de l'autre, au sens d'attendre de l'autre des preuves d'amour, mais le fait d'être plus dans une position de désir fait qu'on est moins dépendant de l'autre. Désirer, c'est par exemple, vous vivez votre vie, c'est-à-dire ça ne vous empêche pas de faire telle ou telle chose, pour autant que vous attendez des choses de votre partenaire, mais que vous êtes moins dans quelque chose qui vous anéantit, qui vous empêche de penser, de travailler, vous êtes là dans l'attente de cet autre, gros de demandes, et qui vous écrase. Alors voilà. Juste, je peux me permettre. Bien sûr. Excusez-moi, vous allez pouvoir poursuivre. Mais quand même, quand vous dites le comique de l'amour, ça c'est quelque chose. Dans nos conversations croisées, on s'est interrogé quand même là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de comique? On a entendu que entre la mascarade et la parade de l'autre côté, la mascarade féminine, la parade virile de l'autre, c'est-à-dire habillée de semblant, à la fois du côté imaginaire et symbolique, il y avait quelque chose qui pouvait, en somme, se montrer, s'articuler. Par contre, la dimension sacrificielle du côté féminin, pour montrer elle ne l'est pas, elle ne l'a pas non plus du reste, mais elle sacrifie à quelque chose qui fait croire que, là, peut-être que c'est plus tout à fait comique. Bien sûr.
Ah ben, il y a le comique de l'amour, tout comme il y a le drame de l'amour. Et en analyse, on peut passer, par exemple, une trajectoire de vivre l'amour comme un drame, comme une tragédie, et vraiment le vivre comme tel. Et par le travail de l'analyse, passer du drame au comique, voilà. C'est-à-dire avec le recul de s'apercevoir, mais vraiment du côté pathétique, qu'on pouvait avoir du rapport à l'amour alors qu'il était vécu de manière dramatique. C'est pas, mais le fait de traverser ça par l'analyse, c'est ça la force d'une analyse, c'est qu'à un moment donné, tout ça devient... ça tombe comme un soufflet, et on repère, oui, notre propre pathétisme, notre propre... comment on alimente la tragédie, le drame, et puis oui, quand on regarde ça en arrière, ça devient comique. On peut en rire, même les moments où ce qui pouvait être tourné au drame, vous faites un pas de côté, ça vous fait rire, parce que vous savez que telle chose vous aurait mis à terre, vous aurait agonisé. Et c'est en ça qu'il y a aussi un côté comique aussi, parce que c'est... Et on peut dire ça, en effet, qu'à un moment où on a traversé ça en analyse. Jamais on peut dire ça quand on est pris là-dedans. C'est réel. C'est vraiment du côté du symptôme, de la jouissance. On souffre. C'est ça, la jouissance, fondamentalement, la jouissance. C'est ce qui nous fait souffrir, ce qu'on répète. Et on répète toujours les mêmes choses. Et pourtant, on voit bien le truc, mais on ne peut pas s'empêcher de le répéter. Voilà comment on est foutu. Et il faut pouvoir casser ça en analyse, détricoter ça, couper le lien avec ça pour que ça ne soit plus actif. C'est au fond désactiver finalement le programme de jouissance qui faisait qu'on répétait toujours les mêmes choses avec le partenaire, etc. Ce qui, par contre, dans le cas de Travis, dans Paris, Texas... Ah là, c'est dans le cadre, en effet, de la névrose. Possible. Alors que dans le cas de la psychose, voilà. Justement, l'amour n'est pas du côté du symbolique. On est plutôt du côté de l'amour imaginaire. Et l'amour réel, en effet, quand le partenaire part, où le sujet se trouve complètement décompense sous le mode paranoïaque, et... ne peut pas supporter que la partenaire qui le quitte refasse sa vie ailleurs. Enfin, et on voit les drames des féminicides, c'est ça au fond. Et Lacan, pour ceux qui s'intéressent à la question, une petite annotation dans le séminaire 3, justement, sur la certitude délirante paranoïaque, où justement il fait valoir comment c'est difficile, justement quand on n'a pas ce repérage, ce repérage lacanien, qui est qu'au fond un type qui vous raconte que s'il a violenté sa femme, écoutez, c'est parce qu'elle m'a trompé. Enfin, il va avoir un raisonnement tellement compréhensible, c'est-à-dire au fond, oui, il a été trahi, donc voilà, il a agi comme ça, qu'au fond, on passe complètement à côté de la paranoïa. Parce qu'on comprend, c'est un discours compréhensible, il a été quitté, donc voici, il a su qu'elle le trompait, donc forcément comme il a su qu'elle le trompait, donc il la suivait, et donc il y a une espèce de truc où on croit comprendre ce qui se joue pour lui, et donc Lacan, c'est ce qui fait valoir, c'est-à-dire que le côté compréhensible masque complètement la structure paranoïaque qui est repérable du côté de quelque chose qui se répète et qui n'est pas soumis justement à l'articulation, à, je ne sais plus comment on dit ça, je n'ai pas le mot, mais ça reste figé. Un gel. Gardons-nous de comprendre. Voilà. Trop vite. Tout à fait. Donc j'espère que vous n'avez rien compris à ce que je vous ai raconté. Le problème de la paranoïa, c'est que c'est vraisemblable. C'est oui. Ça. Oui, on l'est tous un petit peu. Donc forcément, s'il vous dit, bah oui, elle me trompait, donc du coup je l'ai suivie. Et donc il y a une espèce de logique compréhensible, mais quand on voit qu'au fond c'est quelque chose qui était déjà présent avant, encore, et que finalement c'était même pas sûr qu'elle le trompait, c'est parce qu'il a vu qu'elle avait changé tel vêtement, machin, et que du coup, et en effet, le côté compréhensible, oui, c'est la logique. La logique presque commune de la paranoïa, parce qu'on l'est tous un petit peu. Tout petit peu.
c'est nécessaire. Donc peut-être que je vais terminer, sauf s'il y a vraiment des questions, je serais très contente de les entendre. On peut terminer sur la vignette clinique que j'ai apportée, si ça vous intéresse. Vous ne pouvez pas dire non, parce que ça ne se fait pas.